donc je résume ici. On a l'équation d'une droite, donc le égale 0. Donc ça, c'est une droite. On a l'équation d'une géodésique, définie comme une courbe de longueur stationnaire. Et on voit qu'il y a identité entre ces deux équations dès lors qu'on choisit comme coefficient de la connexion, comme fonction coefficient de la connexion dans la base dans laquelle on se trouve, bien sûr. Et là aussi, hein, le G est dans la base X, enfin partout. Oups. Alors, G, la métrique est un tenseur. Hein. C'est un tenseur, ça prend deux vecteurs de façon multilinéaire et ça fait un nombre. C'est un tenseur parfaitement bien défini. Donc, on sait comment se transforment les composantes de G dans une base donnée, enfin dans une base associée à une carte donnée, aux coordonnées dans une base associée à une autre carte. De même pour les coefficients de la connexion, ça ne se transforme pas comme un tenseur, ça on l'a bien vu, il y a un terme en plus, avec des dérivées secondes, mais on a vu comment ça se faisait, et évidemment, il y a compatibilité complète, parce qu'on parle de deux objets géométriques. D'avoir une longueur la plus courte possible, c'est un fait indépendant de la carte dans laquelle on regarde, et d'être une droite, c'est un fait indépendant de la base dans laquelle on regarde. Ça veut juste dire que voilà, la dérivée covariante de la vitesse le long de la vitesse, c'est 0. Donc, forcément, si vous appliquez ici les formules de changement de carte, à la fois pour gamma et pour G, l'identité écrite ici, par laquelle une droite est une géodésique ou une géodésique est une droite, cette identité-là, si vous changez de carte, elle restera vraie. De facto, elle doit l'être puisqu'elles sont tirées de définitions objectives indépendantes des cartes. Traduites dans une carte, voilà comment s'écrivent les équations d'une droite et d'une géodésique, mais une courbe est une droite et une géodésique ou ne l'est pas de façon complètement objective indépendamment d'une carte. Alors, j'ai évoqué juste avant la pause la notion de compatibilité entre G et Nablin. Donc, on peut définir la compatibilité comme ça. Une droite est une géodésique et inversement. Il y a une autre façon d'obtenir la connexion de Levi-Civita. Ça, c'est la connexion de Levi-Civita. C'est en exigeant, et que les gens appellent aussi parfois compatibilité entre G et delta, c'est d'exiger que la métrique soit de dérivée covariante nulle. C'est-à-dire, là, c'est écrit dans des coordonnées, mais en fait, c'est ça. Donc, effectivement, étant donné une métrique dans la variété, on peut se demander, est-ce qu'il est possible de déterminer une connexion telle que la dérivée covariante de la métrique, si vous voulez, soit nulle. Ce n'est pas évident qu'on puisse. Le fait est qu'on peut, et on peut même dire, si vous voulez, c'est un théorème, mais je ne vais pas l'écrire en tant que tel, et puis surtout je ne vais pas le démontrer, enfin, mais en fait, vous allez voir que quasiment ça, c'est une démonstration. Si on exige, donc, si on dit que la dérivée covariante de G est nulle et G sans torsion, si on demande ces deux choses-là, alors c'est possible et il existe donc ces deux propriétés définissent, cela définit une connexion de manière unique. Il existe une seule connexion sans torsion qui soit... pardon, c'est pas G qui est sans torsion, excusez-moi, c'est Nabla qui est sans torsion. La connexion est sans torsion. Ah, on avait vu, je l'avais dit, mais c'est à démontrer dans le DM que sans torsion, ça revient à dire, j'ai défini le tenseur de torsion, ça revient à dire que les coefficients sont symétriques ici. Enfin, les coefficients de la connexion sont symétriques dans les deux indices du bas de manière unique. Et
la métrique et la connexion en question, c'est justement la connexion de Levi-Civita. Alors, je vous montre ça rapidement. J'ai pris de l'avance pour ne pas perdre plus de temps ici. Donc, j'écris ça dans une carte, hein, c'est-à-dire que j'écris que la dérivée covariante dans la direction d sur dxa de la composante... Alors, attention à ces notations. Ça, c'est un piège, d'ailleurs, j'en profite pour souligner ce piège mortel. Quand on écrit ça, en fait, ce qu'on veut dire, c'est ça. C'est-à-dire qu'on dérive la métrique G dans la direction du champ de vecteur d sur dxa, et on prend les coordonnées BC. Si, c'est pas la dérivée covariante de G de BC. Parce que G de BC, sinon c'est une fonction, c'est un nombre en chaque point. C'est une fonction, et à ce moment-là, la dérivée covariante d'une fonction, ce serait simplement la dérivée, dans la direction d sur dxa, ce serait simplement d sur dxa de G de BC, la dérivée de la fonction. Quand on écrit, alors c'est vrai qu'en général, on n'écrit pas ça, mais c'est ça que ça veut dire. C'est la dérivée covariante de G, et on prend ses coefficients, qui est à nouveau une forme, un tenseur de rang 0,2, donc à nouveau, oui, enfin, vous dérivez un tenseur de rang 0,2, ça vous donne un tenseur de rang 0,2, et donc il a deux indices en bas si vous le mettez dans une carte. Enfin, si vous regardez ses composantes dans une certaine base. Hein. Et donc, vous vous souvenez comment on écrit la dérivée covariante. Donc à chaque fois, c'est la dérivée covariante dans la direction A, et vous regardez ces deux indices BC, et puis après, voilà, c'est ça. Donc j'ai juste fait des permutations circulaires. Vous vous rappelez comment on écrit la dérivée covariante d'un certain tenseur, ici avec deux indices en bas, dans la direction d sur dxa? C'est que d'abord, on a la dérivée partielle des composantes, mais ce n'est pas tout. C'est là qu'interviennent les facteurs gamma, parce que si vous voulez, les vecteurs de base varient de proche en proche aussi. Donc c'est les dérivées des composantes, bien sûr, mais il y a ces termes en plus qui s'expriment avec les coefficients gamma. Donc comme on a des indices en bas, c'est avec le signe moins. Quand on a des indices en haut, c'est avec le signe plus. Vous vous rappelez ça. On avait démontré ça proprement. Donc voilà ce qu'on obtient en écrivant que nabla d sur dxa de gbc égale 0. Donc on obtient ça. Et puis ensuite, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai fait des permutations circulaires dans les indices A, B, C. Maintenant, ça devient BCA. Donc partout, A, B, C devient BCA. BAC devient CBA. Je fais une permutation circulaire. Donc j'écris 3 fois exactement la même équation. Alors pourquoi faire ça? Parce que quand on fait ça, après on s'aperçoit, donc à chaque fois là aussi, maintenant ça devient CAB, donc c'est exactement la même équation. Quand on fait ça, on s'aperçoit que si on fait 1, moins 2, moins 3, c'est-à-dire celle-ci, moins celle-là, moins celle-là, on a les gammas qui interviennent plusieurs fois et qui s'éliminent, c'est-à-dire qu'on a ce gamma-là alors le IBA, je dois avoir un I. Attendez, c'est pas un I. Si, c'est un I. Non, d'accord. Attendez voir. Ah, j'ai réussi à me planter même avec ça. Ouais. Le IBA, il va sauter avec le JAB. Ah oui, oui, c'est ça, parce que J est muet ici. Donc effectivement, le II et le JJ, c'est le même. Et si on a... Ça, c'est symétrique. Et si vous voulez, justement, si c'est sans torsion, c'est pour ça qu'on a besoin que ce soit sans torsion. Ça, c'est pareil que ça. Donc ici, je peux remplacer le J par un I. Et donc, vous voyez ici que j'ai GIC et là GCI. La métrique est symétrique, évidemment. Si je dis que la connexion est également symétrique, alors ce terme-là est exactement celui-là. D'accord? Ce terme-là est exactement celui-là. Ensuite,
ce terme-là, alors j'ai un CA en bas qui est le même que le AC en bas. Vous allez me dire, là, il y a un I, là, il y a un J. Oui, mais en fait, ça, c'est muet. Donc, je peux mettre un I ici. Et là, j'ai GBI et là, j'ai IB. C'est le même. Donc, ce terme-là et ce terme-là, en fait, c'est le même. D'accord? Donc, je vais le virer en vert. Ces deux-là sont le même. Et là, ces deux termes-là, ben, en fait, c'est deux fois le même terme ici. C'est pareil, le JJ, c'est un II. J'aurais dû mettre des II dès le début. En fait, ce n'était pas la peine c'est des indices muets. J'aurais pu le laisser I. Donc ça, c'est les deux mêmes indices muets. CB, BC, c'est le même parce qu'on est sans torsion. Et donc là, j'ai IA, IA. Donc tout ça, c'est deux fois le même terme. Celui-là et celui-là, c'est le même. Et donc, c'est pour ça qu'il intervient ici. C'est effectivement deux fois gamma I, BC. Alors, c'est BC plus CB, mais si je fais l'hypothèse que la connexion est sans torsion, ceci est le même objet. Et j'ai ici GAI, AJ, IA, ça c'est pareil. Donc, j'obtiens exactement 1, moins 2, moins 3. Ça fait ça, moins ça, moins ça. Donc, ça, moins ça, moins ça. Plus ça égale 0. Donc j'ai juste écrit ça 3 fois dans des coordonnées et j'obtiens donc, je passe ça de l'autre côté. Oui, c'est ça. Ah non, c'est qui? Oui, si c'est ça, c'est ça. Donc je passe tout ça de l'autre côté et j'obtiens gamma IBC GAI égale 1,5 de moins tout ça. Et si je multiplie le tout par GAD de façon à éliminer ce GAI pour en faire un D en haut, j'obtiens ça. Donc je ne refais pas en direct, mais c'est exactement cette équation-là, une fois qu'on la multiplie par GAD, pour faire ici ça fois ça, c'est delta DI. Hein, donc je remplace le I par des D. Et juste ici, et là, il n'y a rien qui change. Voilà, ben oui, puisque j'ai GDA en facteur, voilà. OK? Donc vous voyez que cette condition-là est la condition sans torsion, très important. J'ai utilisé explicitement que la connexion était sans torsion. Ça et connexion sans torsion implique ceci. Donc oui, il en existe une, la voilà. Et elle est unique parce que ça doit être, parce que justement, ça fixe tous les gamma D, BC ou tous les gamma IJK, ça doit être ça. Voilà. Donc en fait, il faudrait encore montrer que ça, c'est bien une bonne connexion, c'est-à-dire que ça se transforme comme il faut, justement, quand on change de carte. Mais de fait, on sait que c'est vrai, puisqu'on reconnaît ici exactement ce qu'on a obtenu là. On reconnaît la métrique de Levi-Civita. D'accord? Donc on sait par ailleurs que c'est bien une bonne métrique. Mais sinon, vous appliquez le changement de carte et vous voyez que ça marche. Mais voilà. Donc vous voyez que c'est deux caractérisations différentes qui n'ont effectivement rien à voir. Une exige que les droites soient des chemins stationnaires. L'autre exige une compatibilité avec la métrique au sens où la dérivée covariante de la métrique est nulle. Mais en fait, c'est la même chose. Donc, il y a une équivalence entre ces deux définitions. Donc, en relativité générale, l'hypothèse, c'est qu'on a une métrique, bien sûr, c'est ça le champ gravitationnel. Donc, les équations d'Einstein portent sur la métrique. Et l'hypothèse, c'est que la connexion de l'espace-temps, c'est la connexion de Levi-Civita de cette métrique. Voilà. Alors, le fait que la dérivée covariante annule la métrique, alors une autre façon de le voir, c'est que, enfin, ce que ça dit aussi, et vous voyez, c'est très naturel, c'est que si vous prenez deux vecteurs en un point, vous pouvez faire leur produit scalaire. Évidemment, vous ne pouvez pas faire le produit scalaire de deux vecteurs en des points différents. La métrique est définie localement, partout, mais localement. Vous prenez deux vecteurs, vous en faites le produit scalaire, ça vous donne un certain truc. Si, le long d'une courbe, vous propagez ces deux vecteurs, parallèlement
vous faites un transport parallèle des vecteurs le long d'une courbe, la question c'est, est-ce que le produit scalaire à l'arrivée, c'est encore le même? Et la réponse est oui, justement en vertu de ça. Donc vous voyez, c'est très naturel d'exiger que si vous faites un transport parallèle, l'idée quand même c'est que chaque vecteur est parallèle à ce qu'il était avant. Alors ok, ça dépend du chemin suivi, parce que l'espace est courbe. Donc prenez un vecteur, vous le transportez parallèlement à lui-même par une courbe ou par une autre, ce ne sera pas le même. Mais si vous propagez deux vecteurs parallèlement à eux-mêmes le long d'une courbe, ils doivent rester parallèles à eux-mêmes et ils doivent garder le même angle entre eux, en quelque sorte. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que leurs produits scalaires doivent être le même. Donc c'est très naturel d'exiger ça. C'est pour ça qu'on parle de compatibilité entre la connexion et la métrique. C'est que si vous propagez, si vous faites un transport parallèle de deux vecteurs le long de la même courbe, s'ils ont un certain angle, ils gardent le même angle, pour le dire vite. C'est-à-dire que leur produit scalaire par G est le même. Eh bien ça, c'est équivalent à dire qu'une droite est une ligne la plus courte. Donc vous voyez que toutes nos intuitions géométriques sont compatibles entre elles, en fait, moyennant l'adoption de la connexion de Levi-Civita associée à une métrique. Okay. Alors attention, c'est vraiment dans ce sens-là. Vous pouvez pas définir une métrique à partir de la connexion de Levi-Civita, mais vous pouvez définir la connexion. Enfin, vous ne pouvez pas définir une métrique à partir d'une connexion, mais vous pouvez définir une connexion à partir d'une métrique. Et vous voyez que la connexion est donnée, enfin les coefficients de la connexion sont donnés par des dérivés de la métrique. Oui, pardon. Oui. OK. Eh bien, c'est très bien tout ça. Chapitre 7. Alors, j'espérais le finir, le chapitre 7, là. Ça va être un peu chaud, mais... Ah, non, alors avant juste... OK. Puisqu'on a donc une connexion, on peut définir on peut modifier un peu on peut définir de nouvelles courbures, si vous voulez. Alors tout d'abord, on va définir la courbure. On l'appelle souvent la courbure de Riemann-Christoffel. Ah oui, j'ai oublié de vous dire une chose. C'est que ça s'appelle les coefficients de Christoffel. Les coefficients de la connexion de Levi-Civita s'appellent les coefficients de Christoffel. On peut les obtenir d'une autre façon, on peut les obtenir comme ça, par compatibilité. On peut les obtenir directement, y compris d'ailleurs dans un espace euclidien. Donc ils avaient un nom déjà, et donc quand on parle des coefficients de Christoffel, si vous entendez parler des coefficients de Christoffel, c'est les gamma de la connexion de Levi-Civita. Donc pour ça, il faut qu'on ait une métrique. Évidemment, on ne peut pas définir, si on n'a pas la métrique, on ne peut pas écrire ces coefficients. Voilà, ils s'appellent de Christoffel. Bon. OK, alors qu'est-ce que la courbure de Riemann-Christoffel? Rappelle, la courbure de Riemann, c'est le tenseur, dont j'ai rappelé au début A, B, C, D. Donc ça, c'est Riemann tout court. Et donc, c'est un tenseur de rang 1, 3. La courbure de Riemann-Christoffel, c'est les mêmes informations, mais puisqu'on a une métrique, on peut monter et baisser des indices, on peut faire des bras et des quêtes associés à chaque partie. Et donc, en fait, c'est défini dans une certaine carte X par des coordonnées R avec tous les indices en bas, A, B, C, D. Et donc, qu'est-ce que c'est ça? Vous savez comment baisser les indices maintenant quand on a une métrique. C'est simplement G, A, il faut baisser l'indice du haut, G, A, je ne sais pas, K, R, K, B, C, D. Donc à partir du tenseur de Riemann, évidemment, on peut former un tenseur 4 fois covariant. Donc ça, c'est un tenseur de rang 0,4, tout simplement. Ça prend 4 vecteurs au lieu de prendre une forme linéaire et 3 vecteurs. Et simplement, ça prend 4 vecteurs. Le premier, ça le transforme
en la forme linéaire canonique associée, et du coup, ça devient... et vous pouvez le mettre là-dedans. Donc, c'est complètement... c'est transparent comme opération. C'est juste pour vous donner, parce que ça s'utilise aussi beaucoup, ce tenseur-là, sous cette forme-là. Alors, il y a des symétries à ce tenseur. Il y a des symétries. Par exemple, si vous intervertissez les deux premiers indices, B, A, C, D, en fait, c'est moins R, A, B, C, D. Si vous intervertissez les deux derniers, R, A, D, C, c'est aussi, c'est antisymétrique aussi dans les deux derniers indices. Enfin, c'est déjà le cas ici. Hein. Ceci est égal à moins R, A, B, D, C. Ce qui est complètement évident si vous vous souvenez la définition de R oméga Z XY, vous vous rappelez, c'était oméga de nabla dans la direction X de Z moins nabla dans la direction Y de Z moins nabla dans la direction XY de Z. Il est évident que si vous échangez X et Y, ça fait moins lui-même, et ça fait moins lui-même, donc vous obtenez moins. Donc l'antisymétrie par rapport à ces deux indices-là est complètement triviale d'après la définition. Hein. Bon, donc il y a d'autres symétries comme ça, donc sur les deux premiers indices aussi, c'est antisymétrique. Et puis il y a quelques propriétés. Alors il y a ce qu'on appelle les... il y a ce qu'on appelle les identités de Bianchi. Je vous le note en passant, je ne vais pas démontrer ça. C'est que si vous faites R, A, B, C, D et que vous faites une permutation circulaire des trois là, et que vous les ajoutez, plus R, A, C, D, B, plus R, A, D, B, C, ça fait 0. C'est ce qu'on appelle l'identité de Bianchi. Donc, c'est des propriétés de ces tenseurs-là qui sont utiles, mais bon, je pense on ne va pas les mettre en application, mais sachez-le. Ah, il y a aussi une autre chose, c'est que si vous intervertissez les deux premiers et les deux derniers indices ici, R, C, D, A, B, en fait, c'est pareil que R, A, B, C, D. Hein, donc par paire, comme ça, si vous intervertissez, c'est égal. Donc il y a des symétries là-dedans, dans ces tenseurs-là, que je note en passant. Si on en a besoin, quand on en aura besoin, je les rappellerai. Mais sachez qu'il y a des symétries, c'est-à-dire que vous n'avez pas autant de fonctions indépendantes que vous avez d'indices. Il y a 4 indices, a priori, il y a n puissance 4 nombres en chaque point de l'espace. Donc il y a n puissance 4 fonctions. En réalité, dans une variété à n dimensions, vous avez en fait n2 facteur de n2 moins 1 sur 12, composantes indépendantes. Du tenseur de courbure. Alors, autant de Riemann ou de Riemann-Christoffel, peu importe que l'indice soit en haut ou en bas, hein, c'est juste, vous appliquez ça, si elles sont indépendantes ici, elles sont indépendantes là, et inversement, bien évidemment. OK, alors c'est intéressant, si vous regardez ce qui se passe à dimension 2, donc pour des surfaces ordinaires, pour des surfaces, vous voyez que vous avez ici 4 fois 4 moins 1, 3, 4 fois 3, 12 sur 12, il y a une composante indépendante. Donc pour les surfaces à 2 dimensions, vous n'avez qu'une seule composante indépendante du tenseur de Riemann. Et donc vous avez une courbure, en fait, c'est la courbure de Gauss, quoi. La courbure standard en chaque point, bien sûr, mais néanmoins. Non ? OK. Et à partir du tenseur de Riemann, vous pouvez également fabriquer... Alors là, pour le coup, un tenseur qui va nous être très utile, qui est le tenseur de Ricci, qui est obtenu comme une contraction du tenseur de Riemann, donc tenseur de Ricci, ou courbure de Ricci aussi. Ça aussi, je peux l'appeler
tenseur de Riemann-Christoffel, c'est le tenseur de courbure de Ricci, etc. Les deux sont utilisés. Et donc, il est défini comme la contraction, donc RAB, on va dire. Alors, je vais plutôt l'appeler RBD, du coup. Parce que c'est la contraction du premier et du troisième indice. Alors, dans une carte X, je définis par ces composantes associées à une certaine carte. Donc, c'est la définition du tenseur de Ricci. C'est celui qui est obtenu par contraction du premier et du troisième indice. Donc, vous savez ce que c'est qu'une contraction. Enfin, c'est la somme. C'est comme pour une matrice. Quand vous avez une matrice MIJ, la contraction MII, c'est-à-dire la somme des M11, enfin c'est M11 plus M22 plus M33, enfin, c'est la somme des termes diagonaux, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la trace de la matrice. Hein. Vous êtes habitué à ça. Donc là, une contraction, c'est une trace. Alors, ça dépend des indices qu'on prend. Évidemment, je ne vais pas représenter, là, on peut dire les éléments diagonaux parce qu'on est à 2 dimensions. Si vous avez une matrice de nombres à plusieurs dimensions, c'est plus difficile à voir comme ça. Mais c'est quelque chose qui est indépendant de la base choisie. Hein. Ça, c'est très important. Peut-être je ferai un encart à un moment sur la contraction. Mais c'est quelque chose qui est parfaitement bien défini, c'est somme c'est la somme pour tous les A de 1 à n de ces objets-là. Donc vous en avez un pour chaque BD, pour chaque valeur de cette paire d'indices. Donc ça vous donne un tenseur, du coup, donc là vous avez un tenseur de rang 1, 3, et ça vous donne un tenseur de rang 0, 2. Voilà. Donc vous pouvez former, à partir du tenseur complet de courbure, tenseur de Riemann, vous pouvez fabriquer le tenseur de Ricci. Et vous voyez que pour fabriquer le tenseur de Ricci, vous n'avez pas besoin d'une métrique. Il suffit d'une connexion pour définir la courbure. Et quand vous avez la connexion, vous avez donc cette connexion-là, vous avez le tenseur de Ricci associé, puisque vous faites cette contraction, il n'y a pas besoin de métrique. Par contre, pour avoir le tenseur de Riemann-Christoffel, il vous faut une métrique. Parce que sinon, vous ne pouvez pas baisser l'indice, si vous voulez. Vous ne pouvez pas associer de façon canonique un vecteur à une forme linéaire à un vecteur. Donc vous ne pouvez pas faire le truc que j'ai dit, c'est-à-dire ce truc-là prend 4 vecteurs, et vous pouvez les mettre en entrée de ce tenseur-là qui prend 3 vecteurs et une forme linéaire, simplement en prenant la forme linéaire associée au vecteur. Mais il n'y a pas de forme linéaire associée au vecteur si vous n'avez pas une métrique. Donc vous avez besoin de la métrique pour faire ça. Ça, non, c'est défini de manière complètement... il suffit d'avoir la connexion, bien sûr, puisqu'il faut une courbure. Sinon, vous ne pouvez même pas parler de courbure, il n'y a pas de forme à l'espace considéré. Voilà, et le dernier que je voulais mentionner, c'est la courbure scalaire de Ricci, toujours. Donc c'est juste un scalaire, un nombre. Et là, il vous faut... Donc en fait, c'est la contraction de cette... c'est la contraction de ce tenseur-là. Et donc, il vous faut, là pour le coup, il faut une métrique. Parce que pour pouvoir contracter ça, il faut déjà monter un indice, bien sûr. Hein. Donc, R est défini comme simplement G, A, B, R, A, B. Vous contractez les deux indices. Mais en fait, c'est-à-dire vous en montez un et vous les contractez. Hein. C'est-à-dire ça, si vous voulez, ça c'est R. Par exemple, vous pouvez considérer que vous appuyez sur le A pour monter le B ici et devenir A. Donc ça, c'est RAA. Vous pouvez le faire dans l'autre sens. Vous pouvez considérer qu'en fait, vous appuyez sur le B pour faire sur le B pour faire descendre l'indice. Pardon. Pour faire monter l'indice A. Enfin, c'est RBB. Bon, bref. Enfin, tout ça est une seule et même chose. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous contractez le tenseur de Ricci sur la métrique, qui est la seule chose que vous avez. Enfin, la métrique inverse, en l'occurrence. Alors, vous avez compris, hein, avec la métrique, vous pouvez monter, baisser les indices. Donc, vous pouvez aussi, à partir de RAB, faire un RAB en haut, en montant 2 fois les indices. Hein, ça, ce serait, du coup, G, A, I, G,
BJ fois RIJ. Voilà, vous montez l'indice I pour en faire du A, l'indice J. Vous pouvez jouer avec les indices, mais ça, c'est vraiment un objet différent qui est formé à partir de là. Donc, il y a plus d'informations dans le tenseur de Ricci que dans la courbure de Ricci. Mais la courbure de Ricci joue un rôle très important. D'abord, c'est un scalaire. Donc, c'est un nombre. En chaque point, il y a une certaine valeur de ce nombre-là. Et ce qu'on verra, c'est que les équations d'Einstein sont obtenues simplement en variant une action. Vous parliez tout à l'heure d'une action, enfin du Lagrangien, comment définir une action. En fait, on peut obtenir, ça c'est extraordinaire, c'est ça les équations d'Einstein. On peut obtenir les équations pour la métrique de l'espace-temps, de notre vrai espace-temps, en disant que qu'une certaine action est stationnaire, donc par un principe de moindre action, avec l'action qui est quoi? Avec l'action qui est... Enfin, avec l'action, c'est l'intégrale du Lagrangien, enfin, la densité de Lagrangien, avec une densité de Lagrangien qui va être simplement R, en fait. Ça, c'est l'action d'Hilbert Einstein. C'est absolument extraordinaire. Cette grandeur-là, qui caractérise, qui est la plus petite caractérisation en quelque sorte de la courbure complète, si vous voulez tout caractériser, comment les vecteurs transportés parallèlement sur une ligne courbe, comment ils se comparent à ce dont ils sont partis. Vous avez besoin du tenseur de courbure complet avec ses 4 composantes, tenseur de rang 1, 3. Vous pouvez en faire un tenseur de Ricci par contraction, et vous pouvez encore le contracter si vous avez une métrique, mais vous en avez une dans l'espace-temps bien sûr, en un seul nombre. Et ce nombre-là, c'est le Lagrangien de l'action d'Hilbert Einstein. Et si vous dites que delta S égale 0 avec cette action-là, vous obtenez les équations d'Einstein. C'est extraordinaire. Et donc ça, c'est l'action d'Hilbert Einstein, en fait. C'est Hilbert qui a court-circuité un peu Einstein une fois qu'Einstein avait fait déjà l'immense partie du boulot. Et Hilbert s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dériver les équations du champ gravitationnel, les équations gouvernant la métrique, à partir d'une action? Et il a cherché l'action, il s'est dit, prenons l'action la plus simple possible, ça doit être un scalaire. Comment former un scalaire à partir de la courbure? Parce que l'idée, c'est Einstein qui a amené toute l'idée que le champ gravitationnel se traduit par de la courbure et qu'en fait, il n'y a pas de force gravitationnelle, il y a juste un espace-temps qui est courbe et les corps vont tout droit dans l'espace-temps courbe. Et donc, la gravitation est une manifestation de la courbure. Donc, on peut se dire là maintenant, OK, comment former un scalaire à partir de la courbure, enfin, qui contienne l'information de la courbure? Et en fait, on peut montrer que c'est la seule façon de le faire. Alors après, on peut avoir des fonctions de ce truc-là. On peut R au carré, ça marche encore, si vous voulez. Mais l'objet scalaire le plus simple qu'on peut former à partir de la courbure, c'est la courbure de Ricci, enfin la courbure scalaire de Ricci. Et si on se dit, ben voilà, on va dire que c'est ça l'action, eh ben on a les équations d'Einstein. C'est tout à fait extraordinaire. Ouais. Est-ce qu'on peut définir en hamiltonien du coup à partir de M avec la forme classique? Alors, la formulation hamiltonienne de la relativité est délicate et on peut faire ça dans certaines conditions, mais pas de façon générale. On essaye de faire ça, effectivement. Le problème de la relativité, enfin, c'est déjà le cas en relativité restreinte, c'est que ça vous donne l'espace-temps, tout est donné. C'est l'univers bloc, tous les instants existent, il n'y a pas de progression temporelle puisqu'il n'y a pas de temps. Donc on ne peut pas dire la réalité c'est la réalité maintenant, puis le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore, ça existera plus tard. Et donc l'état du monde, ce qui est, c'est maintenant. Et du coup, j'ai une formulation effectivement hamiltonienne qui me dit comment je passe de la réalité maintenant à la réalité plus tard, puis la réalité plus tard, et je vois comment évolue le monde. On pourrait se dire, je peux faire pareil, je regarde comment évolue l'espace-temps. Ben oui, mais non, l'espace-temps, c'est déjà tout. C'est-à-dire que le temps fait partie de l'espace-temps. Donc, ce n'est pas l'espace-temps évolue, ça ne veut rien dire. L'espace-temps, il est donné d'un bloc. Du coup, avoir une formulation hamiltonienne ça consisterait à dire, en fait, je prends une tranche spatiale
et je regarde comment cette tranche spatiale évolue au cours du temps. Et vous voyez, vous êtes obligé de singulariser un espace au sein d'un espace-temps, ce qui ne peut pas se faire de façon canonique à coup sûr, et qui ne peut pas se faire de façon toujours simple. Alors, il y a des gens qui travaillent là-dessus, arrivent à formuler des conditions dans lesquelles ça peut s'appliquer, et on peut effectivement à ce moment-là avoir une formulation hamiltonienne de l'évolution de l'espace en tant que sous-variété de l'espace-temps, etc. Mais c'est un peu délicat, c'est un peu compliqué, c'est pas complètement... Enfin, on est obligé de mettre des conditions spécifiques. Bon, c'est pas ma spécialité, mais dans le principe, c'est ça. Voilà. Après, si vous êtes intéressé par ces questions-là particulières, il faut peut-être se rapprocher des gens qui utilisent ces approches au quotidien, mais c'est ça l'idée. C'est bon. Alors, il nous reste genre un quart d'heure, c'est ça? Si on dit qu'on a fait un quart d'heure de pause. Alors, juste pour voir si... Alors, OK. Alors, dans ce quart d'heure, plutôt que de commencer le chapitre 7, je vais vous faire une remarque fascinante. Fascinante. On a juste un quart d'heure. Et c'est des vrais quarts d'heure, pas des quarts d'heure qui prennent une demi-heure. Vous me connaissez. Alors, on va faire de la gravitation newtonienne dans un espace, dans l'espace-temps courbe de Newton. Donc, c'est une remarque, on va dire. Une remarque amusante, mais qui ne sera pas inutile. Je note espace-temps courbe de Newton. Alors, on va me dire, mais l'espace-temps de Newton, déjà, c'est quoi l'espace-temps de Newton? L'espace-temps de Newton, c'est l'espace-temps de la relativité, pas de la relativité, de la physique classique. Bien sûr qu'il y a un espace-temps. L'espace-temps, c'est l'ensemble de tous les lieux à tous les instants. Pour Newton, il y a un espace absolu, certes. Il y a un temps absolu, certes. Ben oui, mais donc il y a un espace-temps. Simplement, il y a un espace-temps avec... enfin, un espace-temps, si vous voulez, c'est R4. C'est R4, et vous avez une carte globale UX avec X0, enfin pour chaque point P dans la variété, dans R4, X0, X1, X2, X3. Alors ça, d'habitude, vous l'appelez temps, X, Y, Z, si vous prenez des coordonnées cartésiennes, mais voilà, enfin, c'est une carte. Donc, évidemment qu'il y a un espace-temps dans la physique classique, et il y a une propriété même qui est qu'à chaque point de l'espace, enfin, vous avez une foliation, comme on dit, hein, vous pouvez définir un espace à chaque instant, T1, T2, T3, on a déjà mentionné ça. Et puis, vous pouvez identifier les points. En tout cas, dans l'espace-temps, vous avez une fonction temps absolu. Vous avez une fonction temps absolu qui, à chaque point, associe la valeur du temps, donc l'instant correspondant. Donc, la fonction temps absolu est une fonction... oui, enfin, j'allais écrire c'est infini de m, mais oui, enfin, effectivement, de m dans R, qui à chaque point P, à chaque événement du monde, associe l'instant correspondant, instant auquel il a lieu. OK. Et alors, j'avais fait la remarque, peut-être dans le tout premier cours, ou dans le deuxième, sans doute le premier, que quand on adopte la vision spatio-temporelle, on simplifie énormément un des postulats de la physique classique, la physique newtonienne, qui est la loi d'inertie, qui dit qu'un corps libre a un mouvement rectiligne uniforme. Et uniforme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça parcourt le même intervalle d'espace dans un même intervalle de temps,
et puis, bon, puis que ça va tout droit, bien sûr. La notion de droite ne pose pas de problème, disons, coïncide avec notre intuition, puisqu'on a un espace affine, etc. Mais, donc, vous voyez qu'on est... Enfin, voilà, un mouvement rectiligne uniforme. Et j'avais rappelé qu'un mouvement rectiligne uniforme, donc, ça, c'est un mouvement rectiligne. Vous allez de là à là en suivant une ligne droite, mais vous pouvez y aller en accélérant, puis en freinant, puis en s'arrêtant, puis en réaccélérant. Ça, ce n'est pas un mouvement uniforme, mais vous pouvez y aller... Là, je mets des tics toutes les secondes, si vous voulez. Vous pouvez y aller à vitesse uniforme. Enfin, oui, oui. Donc, un mouvement rectiligne uniforme, vous y allez comme ça. Alors, OK, ça, c'est bien, mais vous avez besoin donc de définir le paramètre, mais vous pouvez intégrer le paramètre temps, en l'occurrence. Vous pouvez intégrer le paramètre dans l'espace complet et dire que dans l'espace-temps, x en fonction du temps, le mouvement rectiligne uniforme, donc ce mouvement-là, qui alors la première seconde, la première seconde, il se retrouve là. La deuxième seconde, il a fait plus de chemin, donc il se retrouve là. La troisième seconde, il a fait encore plus de chemin, il se retrouve là. Puis après, il ralentit. Donc voilà, dans l'espace-temps, cette trajectoire-là. D'accord ? Cette courbe d'univers dans l'espace-temps. Et celle-là, elle n'est pas droite, tandis que celle-là, on fait le même intervalle d'espace pour un même intervalle de temps. Celle-ci, là, avec le paramétrage en temps qui va bien, cette ligne-là est droite. Et donc, dire qu'un corps libre a un mouvement rectiligne uniforme, c'est dire que dans l'espace-temps, c'est une droite. Une droite dans l'espace-temps. Un corps libre va tout droit dans l'espace-temps. C'est ça que ça veut dire. Et donc, on peut se poser la question qui est éclairée aujourd'hui de la relativité générale, on peut se dire, mais est-ce qu'en fait, on ne pourrait pas, dans le cadre newtonien, dire la même chose, dire que... Alors, enfin, si, on peut le dire comme ça, mais est-ce qu'on ne pourrait pas, déjà dans le cadre newtonien, intégrer la gravitation? Et dire, parce que le principe d'équivalence qu'Einstein a mis en, disons, c'est pas lui qui l'a mis en lumière, mais sur lequel il s'est appuyé pour aller jusqu'au bout de la chose, jusqu'à la relativité générale, dit que la masse gravitationnelle est égale à la masse inerte, donc la masse inertielle, ma égale F, ici. Quand il y a simplement de la gravitation, ici on a la masse gravitationnelle avec le champ gravitationnel, évidemment, si la masse inertielle et la masse gravitationnelle sont les mêmes, alors l'accélération est la même pour tout le monde, et donc on peut en fait, en faisant un changement de référentiel, on peut annuler la gravitation. Si on est en chute libre, il n'y a plus de gravitation. J'avais commenté tout ça, je n'y reviens pas. L'idée, c'est qu'effectivement, est-ce que vraiment la gravitation est une force, puisqu'on peut l'annuler en faisant un bon choix de référentiel, donc un bon choix de système de coordonnées. Donc, alors, on ne peut le faire que localement, donc il y a des forces de marée qui font que globalement, ça reste une force, mais l'idée c'est de voir, justement c'était l'idée d'Einstein, de voir qu'en fait, ça peut être simplement un effet de courbure de l'espace-temps, et que pour la force gravitationnelle, on peut très bien dire, en fait, il n'y a pas de force, les corps vont tout droit dans l'espace-temps, point, s'ils ne sont soumis qu'à la gravitation, puisque ce n'est pas une force, c'est juste la géométrie de l'espace-temps. Eh bien, ce qui est amusant, c'est qu'on peut faire exactement pareil avec les équations, avec la gravitation newtonienne. Et c'est ça que je voudrais vous montrer dans les 2 minutes qui restent. Alors, il me reste combien 9 minutes. Dans les 9 minutes qui me restent, je vais vous montrer qu'on peut écrire la loi de Newton en présence de gravitation comme un simple effet de courbure de l'espace-temps de Newton. Et vous allez voir, c'est trivial, ça prend 9 minutes très exactement. Je vais écrire les lois de Newton. Alors la loi de Newton, c'est quoi? C'est M xi de point
égale moins le champ gravitationnel, comment je vais le noter? Je vais le noter G quand même, le champ gravitationnel, c'est pas la métrique, c'est... Ah, j'aimerais bien avoir une métrique, hein. Je vais le noter grand G. Enfin, c'est la force, quoi, mg. mg i, d'accord? Et principe d'équivalence, je peux supprimer les r. Très bien. Et pour i égale 1, 2 ou 3. Les 3, enfin là c'est la carte x, y, z si vous voulez, x1, x2, x3. Donc voilà les lois de Newton en présence d'un champ gravitationnel. OK. Mais si on passe dans l'espace-temps, je vais rajouter une composante. Ben, voilà, en fait, je rajoute le x0 qui est un t. Que vaut x0 de point? Bah, x0 point, c'est 1, x0 de point, c'est 0. OK, x0 de point égale 0. OK, soit. Et puis, j'ai xi de point qui vaut, je vais l'écrire comme ça, plus G, plus GI, pardon, qui vaut 0. Et là, si vous regardez ça droit dans les yeux, et que vous rappelez l'équation d'une géodésique, c'est quoi l'équation d'une géodésique? X mu de point plus gamma mu ij x point i x point j égale 0. D'accord? Eh bien ça, donc ça c'est l'équation d'une droite. D'une géodésique ou d'une droite, c'est pareil si on prend la connexion de Levi-Civita. Ça, en fait, c'est pareil que ça, à condition que... Donc ça, la première équation, c'est x de point 0 plus gamma 0 ij x point i x point j égale 0. Et la deuxième, c'est x de point i plus gamma, je vais appeler ça i, j, k, j, k. Les collisions d'indices, tout le temps. Bon, tant pis. X point j, x point k. Est-il possible de réécrire les équations de Newton, triviales, comme une équation de droite dans un espace sans courbe? Oui, à condition que ces deux équations soient celles-là. Donc ça, c'est pour i égale 1, 2, 3. Et est-ce que c'est possible? Si on n'avait pas l'espace-temps, non, ce ne serait pas possible. Ce ne serait pas possible parce que où ils sont ces x points là? Comment je peux avoir les x points là? Ça ne marche pas. Ça ne peut pas être égal à ça. Si je prends j et k qui sont 0, parce que x0 point, c'est dt sur dt, c'est 1. OK? Et donc, si je dis gamma i 0, 0 égale gi, et tous les autres gamma nuls, en particulier tous les gamma 0, ij égale 0, gamma i, enfin tous les autres nuls. Si je dis que toutes les fonctions gamma dans la carte
dans la carte implicite, là, une carte cartésienne, enfin, T, X, Y, Z. C'est une carte parmi d'autres dans laquelle les équations de Newton s'écrivent comme ça. Évidemment, si je prends une autre carte, je vais avoir des forces centrifuges, des machins, mais je me mets dans une carte simplement, dans un référentiel galiléen, en fait, si vous voulez. Voilà. Et donc, voilà comment s'écrivent les équations de Newton. Mais je prétends que ces équations sont l'équation d'une géodésique. Celle-ci, dès lors que la connexion est choisie comme ça. Mais on peut choisir la connexion comme ça. On peut choisir la connexion qu'on veut. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que l'espace-temps de Newton est un espace-temps courbe qui décrit très très bien la gravitation de Newton, la loi de la gravitation classique, dès lors qu'on fait ce choix-là des coefficients, dans la carte X qui était la nôtre, on fait ce choix-là des coefficients de la connexion, qui est un choix parfaitement possible. Et là, ce que vous voyez, alors toujours éclairé de la relativité générale aujourd'hui, c'est que si à partir, donc c'est les coefficients de la connexion, ils sont ce qu'ils sont, si à partir de ça, vous calculez le tenseur, vous pouvez calculer le tenseur de courbure. D'accord? Alors si vous calculez le tenseur de courbure, donc vous vous rappelez, hein, c'était des ronds gamma, plus des ronds gamma, moins gamma gamma, moins gamma gamma. Si vous faites ça, vous allez voir que en fait, vous avez R, les seules composantes qui ne sont pas nulles, c'est celle-là, et ça vaut moins d sur dxj du champ gravitationnel. Ok. Vous faites ça, puis à la limite, faites-le, amusez-vous. Prenez l'expression des coefficients des composantes du tenseur de Riemann dans la carte, avec cette connexion, ça vous donne ça. Et si à partir de là, donc seule composante non nulle, hein, et si à partir de ça, vous calculez le tenseur de Ricci, hein, en contractant les deux indices, hein, vous faites donc II, bah, on va le faire ensemble, hein, ça fait moins d sur dxi, gi. C'est quoi ça? C'est la divergence de G, ça? Vous la voyez, la divergence, là? D'accord? dgx sur dx plus dgy sur dy plus dgz sur dz. Donc voici le tenseur de Ricci. Et si vous vous souvenez, les lois de la gravitation de Newton, c'est quoi l'équation de Poisson? Div de G égale 4pi ρ. G, constante de gravitation newtonienne. Et ça, c'est la densité de masse. Vous vous rappelez de ça? Hein, si vous voulez, ça fait... si vous écrivez par rapport au potentiel gravitationnel, ça vous fait ça. Donc vous avez ici, en fait... Vous avez la densité de matière. Hein, vous avez vous avez ça, quoi. Vous avez 4pi ρ, je l'écris. Eh bien ça, c'est la composante 0, 0 des équations d'Einstein. Alors à un signe près, parce que ce sera un tout petit peu plus... Mais si on se dit maintenant, OK, mais c'est relativiste, ρ n'est pas un scalaire. Je l'avais mentionné aussi dans le premier cours, ρ n'est pas un scalaire. Parce que si vous... la densité de matière... Alors, si on est relativiste, matière, énergie, tout ça, c'est pareil. La densité de matière ou la densité d'énergie qui doit produire la gravitation, c'est en fait l'énergie. L'énergie, ce n'est que la composante 0, la composante temporelle,
du quadrivecteur énergie-impulsion. D'accord, hein, vous avez le quadrivecteur énergie-impulsion qui vaut P. Enfin, E sur C, je prends C égale 1, si vous voulez. E sur C. Donc, déjà, si vous changez de référentiel, E va devenir gamma E. Changement de référentiel. E devient gamma E. Hein, E, c'est MC2 dans le référentiel propre, et dans un référentiel où le corps de masse M est animé d'une certaine vitesse V, son énergie, c'est gamma MC2. Ça prend un gamma, c'est juste par transformation, par changement de référentiel. D'accord. Donc, voilà. Et par ailleurs, donc, vous voyez qu'en fait, ça peut pas être l'équation finale de la gravitation, puisqu'il faut prendre en compte le fait que l'énergie, c'est qu'une composante d'un quadrivecteur. Donc, ça va dépendre du référentiel dans lequel on est. Donc, il faut écrire la loi de la physique tensoriellement ou vectoriellement, c'est-à-dire entre objets définis intrinsèquement indépendamment du référentiel. Donc, il va falloir que ça fasse intervenir au moins le quadrivecteur énergie-impulsion. Mais j'avais souligné aussi qu'en fait, c'est la densité d'énergie qui est le potentiel gravitationnel. Hein, qui induit le potentiel gravitationnel. Or, la densité d'énergie, c'est l'énergie par unité de volume. Mais l'unité de volume, en relativité ne serait-ce que restreinte, elle dépend aussi du référentiel, à cause de la contraction des longueurs. Hein. C'est-à-dire, vous avez la densité d'énergie, c'est c'est dE sur dx, dy, dz. Et si vous passez ρ', du coup, ça va être des E' sur des x', des y', des z'. Et des x', ça va être dx sur gamma, contraction des longueurs. Donc vous avez un gamma en haut et un 1 sur gamma en bas. Donc en fait, ça va être gamma 2 ρ. Hein, donc, en fait, cet objet-là, c'est la composante temporelle, c'est la composante 0, 0 d'un objet qui est en fait tensoriel à deux dimensions, qui doit prendre un gamma carré lors d'une transformation de Lorentz. Et donc, quand vous voyez ça, vous voyez R0, 0, c'est ça, mais ça, c'est justement que la composante temporelle de la composante 0, 0 de la vraie équation, en fait. Et donc, Einstein, en 1912, il écrit ça, lui. Il dit, bah, très bien, parce que ça, c'est la composante 0, 0 d'un tenseur de rang 2 qu'on connaît bien. C'est le tenseur de Ricci, c'est le tenseur de courbure. Et c'est justement la courbure qui doit faire la gravitation. C'est déjà le cas en Newton. En fait, la courbure, on peut penser la gravitation newtonienne comme pas de force, juste un espace-temps courbé comment? Exactement comme ça. C'est-à-dire comme ça. Vous voyez qu'à ce moment-là, l'équation de chute d'un corps soumis à la gravitation est en fait l'équation d'une droite dans l'espace-temps. Le corps va tout droit parce que la gravitation n'est pas une force. Donc on peut faire ça, et Einstein se dit, bah alors oui, en fait, ça c'est la première composante d'une équation tensorielle relativiste, quoi. Et donc on peut écrire ça, quoi. Alors en fait, ρ du coup, est en fait la première composante d'un tenseur qui est le tenseur énergie-impulsion. Alors en fait, il y a un 1,5 qui vient, mais on verra plus tard, etc. En tout cas, si vous écrivez ρ qui vaut 1,5 de t minu, vous avez ça, 8 pi g t minu. Eh bien ça, c'est l'équation de la gravitation qu'Einstein écrit en 1912. Alors il se trouve qu'elle est fausse. Il manque un terme là, il manque des termes. Et un gros problème, c'est que ce tenseur énergie-impulsion qu'on peut introduire d'une façon différente, enfin qu'on peut introduire en regardant la matière, on verra ça avec les actions la prochaine fois, ça, c'est un truc à divergence. Je le mets en haut pour... on peut monter les indices par la métrique, je le fais vite ici. C'est une quantité conservée, c'est-à-dire la conservation locale de l'énergie. Ça, c'est l'équation divergence
l'équation de continuité locale. Alors que si vous faites la dérivée, si vous prenez la divergence de ce côté-là, ça ne fait pas 0. Donc il manque un truc. Einstein disait, ouais, peut-être que ça marche quand même. Non, en fait, ça ne marche pas. Il faut rajouter quelque chose ici. Et on peut, en tâtonnant, trouver ce qu'il faut rajouter là, en l'occurrence, 1,5 de R G mu nu. Si on rajoute 1,5 de R G mu nu là, alors ça devient de divergence nulle, et donc ça marche. Et en fait, les équations d'Einstein, c'est ça au complet avec ce terme en plus. Donc on peut tâtonner pour essayer de trouver ce truc-là, ou on peut s'appeler David Hilbert et dire, ça c'est de divergence nulle. Une bonne façon d'obtenir un truc de divergence nulle, c'est d'utiliser le principe variationnel, de dériver ce truc-là de la variation d'une action, ou d'un Lagrangien, enfin disons à partir d'un Lagrangien, en imposant delta S égale 0. Et donc il se dit, bah, qu'est-ce que je vais prendre comme S à partir de la courbure? C'est ce que je vous dis tout à l'heure. Si on prend simplement le tenseur scalaire de Ricci, qu'on fait la variation par rapport à G mu nu, donc par rapport à la forme, à la géométrie de l'espace-temps, eh bien on trouve la variation de ça par rapport à G mu nu, ça donne exactement ce truc-là, et l'affaire était close. Donc en quelque sorte, Hilbert a scoopé Einstein en écrivant ça un peu avant lui, même si quand même l'essentiel du travail était fait par Einstein. Donc vous voyez qu'en fait, c'est déjà présent là, quelque part, évidemment, de voir une trajectoire gravitationnelle standard dans l'espace, en physique newtonienne, comme une droite dans l'espace-temps. Après coup, on peut le faire. Évidemment, à l'époque, ça aurait été un peu bizarre d'aller introduire un espace-temps avant la relativité restreinte même. Mais néanmoins, quand vous avez un corps qui est en chute, enfin, je sais pas, une planète qui gravite autour du Soleil, par exemple, ou un satellite autour de la Terre. Si vous l'écrivez comme ça, ok, vous voyez un cercle. Mais si vous déployez ça dans l'espace-temps, en fait, au cours du temps, cet objet, en fait, c'est une spirale, en fait, dans l'espace-temps. Eh bien, si vous mettez dans l'espace-temps la connexion, cette connexion-là, eh bien, cette ligne-là est une droite. Ceci est une droite dans l'espace-temps, et les corps soumis à la gravitation de Newton vont tout droit dans l'espace-temps. Il n'y a pas de gravitation, ils vont tout droit dans un espace-temps avec cette connexion. Oui ? C'est une droite géodésique, parce que là, on n'a pas la connexion de l'Égypte. On l'a adapté, donc ça correspond au... Oui, vous avez raison. Je devrais dire... Si. Pardon, vous avez dit quoi? Qu'on n'a pas une S'il faut la connexion de l'Égypte, Non, il suffit d'une connexion. Il suffit d'une connexion. Il n'y a pas besoin de métrique, là. Il n'y a pas de métrique, en fait. Parce qu'on ne peut pas relier les unités de temps aux unités de longueur. Il n'y a pas de métrique dans cet espace-temps de Newton. Parce que vous n'avez pas la vitesse de la lumière, justement, qui permet de faire la conversion. Mais vous avez une connexion. Si vous définissez la connexion comme ça, et vous définissez la connexion en donnant ces fonctions coefficients dans une certaine carte. Donc dans la carte que j'utilise là, dans la carte dans laquelle l'équation s'écrit comme ça, si vous définissez la connexion comme ça, vous avez la connexion, et donc vous avez une notion de ligne droite. D'accord? C'est ça. Et donc, effectivement, toutes les trajectoires gravitationnelles newtoniennes, en fait, sont des droites dans l'espace-temps courbe de Newton. Et vous voyez que c'est l'espace-temps qui est courbe, c'est-à-dire que c'est les composantes temporelles. L'espace de Newton est plat, lui. Si vous restreignez l'espace, les tranches d'espace à instant constant sont plates, mais l'espace-temps est courbe. Et voilà. C'est joli. Et ça a pris un quart d'heure. Allez, 25 minutes. 25 minutes, ouais. Oui, mais on a écrit ces équations-là bien avant. Je suis sûr qu'on l'avait fait avant le quart d'heure. Accordez-le-moi. OK.